Radio, La Vérité en face, Jean-François Achilly. Bonjour, bienvenue dans La Vérité en face. J'ai demandé au président de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre. Est-ce bye-bye Bayrou, le Premier ministre, en demandant le vote de confiance le 8 septembre, a pris tout le monde de court, les Insoumis, toute la gauche, le RN, qui n'ont que le mot censure à la bouche. Sans parler des manifestants du 10 septembre, la déclaration de politique générale de François Bayrou aura lieu à l'avant-veille du lancement du mouvement Bloquons tout, que Jean-Luc Mélenchon, au passage, est venu squatter. Une question reste en l'air. Pourquoi le Premier ministre annonce-t-il ce vote de confiance alors que le pays est en colère? Lui qui alerte sur la dette et en appelle à l'adhésion des Français à son plan à 44 milliards d'euros d'économie. Conscient qu'il ne durerait pas, a-t-il devancé l'appel pour une sortie avec panache? Est-il le nouveau Pierre Mendès France, son lointain prédécesseur qui n'est resté que 8 mois à Matignon, mais dont on loue encore le langage vérité 70 ans plus tard? Emmanuel Macron est-il déjà dans l'après avec un Sébastien Lecornu dans les starting blocks? Est-il possible de sauver le soldat Bayrou qui aura eu le mérite d'être un lanceur d'alerte sur l'état de la France au bord du gouffre financier? Pas sûr qu'il veuille rester, lui qui pourrait s'en aller pour mieux revenir comme candidat en 2027. 0826 300 300, vous avez la parole dans La Vérité en face. Dites-nous comment vous réagissez à cette annonce du Premier ministre. Deux invités ce matin. Bonjour à vous, Véronique Reissoult. Bonjour. Présidente de Backbone Consulting, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Arnaud Benedetti, vous êtes également le fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. Vous nous donnerez quelques nouvelles de l'écrivain franco-algérien. Avant de prendre un premier auditeur, juste une question qui est vraiment très courte à tous les deux. Véronique Reissoult, réponse courte, coup de maître de François Bayrou ou suicide politique? Vous choisissez quoi? Courage. Courage. Et vous, Arnaud Benedetti? Je pense qu'il prend conscience, il ne prend pas conscience, il est confronté à une situation qui est une situation structurellement impossible et il préfère partir par le haut que subir un échec. Merci Arnaud. Vous revenez dans un instant, rassurez-vous. La crise politique, son impact sur la vie économique, le moral des Français, pour ne pas dire leur colère. Vous avez la parole dans un instant. Allez. Hashtag on en parle avec vous, Gilles Boscherini, justement, cette polémique créée par le Premier ministre hier lors de son allocution. Et oui, on va l'écouter d'ailleurs. La dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été année après année consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Là voilà, la déclaration qui fait polémique. Et en fait, ce qui pose problème dans cette intervention, c'est que François Bayrou semble pointer du doigt la responsabilité des Français dans l'explosion de la dette. Oui, ce qui est étonnant quand même, c'est que le Premier ministre ne l'affirme jamais clairement. En réalité, absolument, il ne l'affirme pas, mais c'est bel et bien comme cela que ses propos ont été interprétés. Résultat, des critiques, des attaques et encore des critiques. Des critiques et le Premier ministre se retrouve acculé sur les réseaux sociaux. C'était prévisible. Oui, c'était prévisible et les réactions sont sans équivoque. Il y a ceux qui réfutent, comme cet utilisateur de X. Tout est faux, c'est cette caste qui est en train de siphonner des générations entières. Ou encore, mais où est la responsabilité des Français? Et puis, ceux pour qui ça ne passe pas, ça va mal finir ce cirque. Faut pas trop se foutre de nos gueules quand même. Certains demandent au Premier ministre d'assumer ses actes et déplorent un culot. Ils tiennent les cordons de la bourse, mais rien n'est jamais de leur faute. Une déclaration qui ne passe vraiment pas. Merci Jules. De la part de François Bayrou. Voilà ce qui se dit donc sur les réseaux sociaux et nous prenons un premier appel. Bonjour à vous Laurent. Bonjour Jean-François. Vous nous appelez de Bergerac, Laurent. Est-ce que vous êtes dans la foulée de ce que vient d'évoquer Jules Boscherini? Qu'est-ce que vous dites vous de cette annonce de François Bayrou? Alors bon, je dis de cette annonce, à un moment donné, il met aussi en face les Français. Enfin, il n'y a pas que les Français. Je pense que le gouvernement est aussi responsable derrière de cette dette. Donc, on demande à chaque fois de faire des efforts au niveau français, mais on demande pas à nos députés, on demande pas aux sénateurs aussi de faire des sacrifices. Parce que derrière, c'est toujours les mêmes. C'est souvent les Français qui font des sacrifices. La dette a été creusée certes par le Covid, mais il n'y a pas que le Covid qui a creusé
cette dette. Il faut savoir qu'en France, on souhaite avoir un confort, mais ce confort, on le paye à un moment donné. On le paye. C'est tout le monde. Alors tout le monde, ça dépend. Ça dépend quels sont, quand on dit tout le monde. Moi, aujourd'hui, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'il y a quelque temps, nos députés se sont donc voté une augmentation, et puis quelque temps après, on nous a demandé de faire donc des sacrifices. Enfin, on fonctionne pas ça va pas dans les deux sens. Alors François Bayrou a décidé donc hier de convoquer le 8 septembre pour voter le vote de confiance. Quelque part, il veut partir la tête haute de son gouvernement. Mais il y a des conséquences qui vont être donc qu'il va falloir donc subir. Ça veut dire soit un nouveau gouvernement, donc un nouveau Premier ministre. Mais vous le souhaitez ou pas, Laurent, là-dessus? Quel est votre souhait personnel, vous? Moi, mon souhait personnel, ce que j'aurais aimé avant tout, c'est qu'on puisse travailler dans le même sens. Moi, je suis plutôt quelqu'un de centriste qui va aller du côté d'Édouard Philippe. Je voudrais qu'on travaille, c'est-à-dire que ça soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, au MoDem, au PS, au LR, qu'on avance dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une politique commune, une vraie politique, et qu'on essaie de mettre chacun de notre côté, entre parenthèses, les différents qu'on peut avoir. Il faut travailler dans un sens. Oui. Maintenant, il faut alerter les Français. Effectivement, la dette est présente. Effectivement, grâce donc au plan Covid, ça a pu sauver quelques entreprises. Ça a pu aussi apporter certaines choses auprès de certains ménages. Mais on en paye aujourd'hui les conséquences. Mais qu'est-ce que vous dites, Laurent, pour bien comprendre votre position et au fond qui rejoint un petit peu, quand quelque part le principe est dicté par François Bayrou. Vous dites quoi? Les politiques, ils se remontent pas les manches, ils ne pensent qu'aux élections? Exactement. Je vais le dire haut et franc. Aujourd'hui, les politiques, et c'est ce que ressent donc d'autres Français comme moi, les politiques aujourd'hui pensent simplement aux élections. Et ils pensent, entre parenthèses, et là je suis désolé de le dire, ils pensent à leur contrat de travail. À leur contrat de travail. Ouais. Tous les 5 ans, leur contrat de travail est remis en jeu derrière, et ils veulent défendre leur contrat de travail et ils veulent défendre leur confort. Alors, je ne veux pas dire qu'un député ne travaille pas, parce que j'en connais quelques-uns quand même, donc ils sont quand même sur le terrain, mais il y en a d'autres qui, entre parenthèses, qui laissent passer les choses. Et aujourd'hui, les conséquences, on les a. Alors, c'est pas que Bayrou derrière qui est responsable. Oui. C'est les gouvernements qui ont succédé. Enfin, on peut prendre tous les gouvernements. À chaque fois, on a voulu acheter un peu la paix. À chaque fois, on a voulu acheter un peu la paix. Sauf qu'en achetant la paix, derrière, aujourd'hui, on a multiplié et on a additionné les achats. Et comme on n'a plus d'argent, entre parenthèses, comme on n'a plus de liquidité pour payer ces achats, on le paye à crédit. Où on demande aux Français, écoutez, vous avez 33 000 € de dette sur la tête. Oui. C'est pas entendable. Enfin, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut penser aux générations qui vont arriver. Les générations futures. Les générations futures. On va encore gueuler quand on va être tout le monde va dire la retraite à 67 ans. Mais oui, mais effectivement, mais à un moment donné, il faudra bien y passer. Il fallait prendre les bonnes mesures à temps et ne pas repousser les échéances. Merci Laurent. Important ce que vous dites, Laurent, qui nous appelle de Bergerac. Véronique Relsoult, est-ce que Laurent traduit au fond, on va dire une tendance au sein de l'opinion publique, vous qui sondez en permanence avec votre logiciel extraordinaire, vous le sondez chez Backbone Consulting, pas seulement les réseaux sociaux, vous êtes une sorte de thermomètre de l'opinion. Est-ce que Laurent traduit l'opinion générale? Laurent traduit l'opinion générale avec 2 points en soi. Il y a son point de vue et sa compréhension du sujet et ses propositions qui sont empreintes de bon sens, parce que l'opinion publique, contrairement à ce qu'on oublie souvent, est empreinte de bon sens. On va mettre de côté les militants qui par essence militent et sont dans des postures politiques, mais globalement les citoyens qui ne sont pas dans des postures politiques ont une approche assez saine. Et globalement, dans ce que ce monsieur expliquait, il y a cette notion de dépenses de l'État et de la réalité du sentiment que ces dépenses se font au détriment des Français. Alors qu'en réalité, le vrai sujet, et on pouvait le dire dans pas mal de propos depuis hier, c'est que les dépenses de l'État, c'est pour les Français. Le sujet, c'est le sujet de la gestion. C'est-à-dire que
en fait, ce que reprochent beaucoup de Français, et ce monsieur est dans cette logique-là, c'est que pour adhérer à un effort, il faut que vous ayez de la lisibilité et de la traçabilité. Et le problème, c'est que les Français comprennent que c'était pour eux que ça a été dépensé, mais ils en veulent aux politiques parce qu'il n'y a eu aucune lisibilité et aucune traçabilité des dépenses. Et donc, on se retrouve dans une logique où il y a une mauvaise gestion. Aujourd'hui, il y a des dettes, et c'est les Français, effectivement, qui devront faire des efforts. Plus de transparence de la part de l'État pour qu'il y ait une acceptation des efforts. Oui, c'est ça. De transparence dans cette logique de lisibilité. Parce que quand on vous dit, je suis très transparent, il va falloir trouver 44 milliards, oui d'accord, mais à quoi va servir exactement ces 44 milliards? Est-ce qu'on va bien les utiliser là où on l'avait annoncé? Et cette notion de traçabilité aussi, elle est importante parce que souvent ce sont des prévisions qui sont faites avec des projections et on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait juste. Donc les Français, ils ont juste envie de faire comme ils font dans leur foyer, c'est-à-dire une réalité de vous avez un budget, vous avez la lisibilité de où va chacune... comme chez nous. Comme chez vous, et puis la traçabilité, est-ce qu'on a tenu nos engagements? Arnaud Benedetti, vous avez entendu Laurent qui nous a appelé. Vous diriez quoi? Il y a une France en colère aujourd'hui? Oui, il y a une France en colère. Vous savez, toutes les études d'opinion montrent qu'il y a une défiance croissante depuis de très nombreuses années, même avant l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et que cette défiance n'a fait que s'accentuer. Si vous voulez, aujourd'hui, vous avez la convergence de 4 crises au même moment. On a une crise sociale, clairement, et la journée du 10 septembre était d'une certaine façon l'annonce de cette crise sociale, en tout cas l'expression de cette crise sociale. Vous avez une crise politique qui s'exprime au Parlement avec une absence de majorité, ce qui est une première sous la Ve République, ni majorité relative ni majorité absolue, avec un gouvernement qui est minoritaire. Et vous avez surtout une crise parlementaire qui est en train de muter en crise également en crise institutionnelle. Et à cela, vous rajoutez une 4e crise qui est la crise des finances publiques qui aujourd'hui, bien évidemment, explique la position de François Bayrou, le Premier ministre, qui prend à témoin l'opinion publique d'une certaine façon et qui dit à cette opinion publique aujourd'hui, il me faut la confiance du Parlement parce que nous sommes dans une situation absolument dramatique. En tout cas, il dramatise considérablement l'enjeu et il n'a d'ailleurs pas tort sur le fond, en l'occurrence. Et je n'ai pas les moyens politiques, en tout cas en l'état, si je n'ai pas la confiance du Parlement, de pouvoir mener à bien la démarche qui est la mienne pour reprendre la maîtrise des finances publiques. Voilà, sauf que, si vous voulez, la colère, elle est... Comme toute colère, vous savez, des opinions, c'est très ambivalent, c'est très ambigu parce que c'est très contradictoire. Les Français sont en colère majoritairement contre les gouvernants. Par ailleurs, quand même, ils refusent aussi, quand on regarde là aussi des études d'opinion, la plupart des mesures que propose le Premier ministre pour essayer justement de reprendre la maîtrise des dépenses publiques. Prenons un sujet qui a alimenté tout l'été les discussions des Français, la question des jours fériés. Vous voyez bien que sur les jours fériés, il y a une majorité de Français qui est opposée à la suppression de 2 jours fériés. C'est un peu le débat de trop, Arnaud, là-dessus, les jours fériés. Vraisemblablement, mais si vous voulez, ça a cristallisé les colères, mais il y a d'autres sujets. Comme à chaque fois. Chaque fois, il y a un débat qui cristallise les colères et au fond, il reste. Voilà, exactement. Arnaud Benedetti et Véronique Reilsoult, dans un instant, nous évoquerons justement cette décision de François Bayrou. Qu'est-ce qu'elle recèle? Quelle est sa stratégie? C'est important de savoir ça parce qu'au fond, elle ouvre une porte sur l'inconnu et qui va impacter la vie quotidienne de la rentrée des Français. Mais oui, les entreprises qui veulent repartir, et oui, le budget national, qu'est-ce qui va se passer? Et puis qui va occuper le poste à Matignon. Vous avez la parole, 0826 300. Nous revenons dans quelques minutes. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 9h20, 0826 300, c'est vous qui avez la parole ce matin après cette décision spectaculaire de François Bayrou, cette annonce hier qui demande le vote de confiance le 8 septembre et puis peut-être au fond organise sa propre sortie. Écoutez, Jules Boscherini, il y avait une question sur X posée
ce matin. Que donne-t-elle ? Eh bien, la question était tout d'abord, François Bayrou engage son gouvernement devant l'Assemblée par le vote de confiance. Selon vous, sa décision est, et vous répondez à 55% kamikaze, 29% sans avis, 13% responsable et à 3% courageuse. Avec un commentaire, Bayrou vient de démissionner. Macron ne peut tenir 18 mois ainsi. Ah, ça c'est le commentaire essentiel. Merci Jules. Avant de prendre un prochain appel, là-dessus, Véronique Reilsoult, qu'est-ce qui lui a piqué ? Quelle mouche l'a piqué, François Bayrou ? Est-ce que c'est un suicide ou c'est une sortie avec panache ? Je dirais plutôt une action avec panache. Je ne sais pas si c'est une sortie sûre et certain. On va dire que au regard des chiffres et des calculs, on est peut-être plus sur une sortie, mais c'est aussi une réalité qui est impopulaire. Il sait que les Français ne sont pas forcément d'accord avec le plan. Le plan n'est pas totalement défini. Il veut sortir d'une situation complexe, mais en soi, sortir avec panache. Il nous a raconté Mendes France, il nous a montré tout l'été que pour lui c'est important. Il veut montrer aux Français qu'il faut du courage. Et pour dire aux uns et aux autres, il faut avoir du courage, il faut vous-même démontrer que vous en avez. Donc c'est une façon de montrer qu'il a du courage. Est-ce que ce sera efficace ? L'avenir nous le dira, mais c'est plutôt cette logique-là, plus que de se dire je veux démissionner en amont. Oui. Puisque globalement, il savait bien qu'à partir du 22 septembre, les choses allaient être compliquées. Ça allait être le coup près avec le débat sur le budget. Là-dessus, Arnaud Benedetti, Mendes France, c'est le modèle. Je rappelle que Mendes France est resté au pouvoir très peu de temps. C'était du 18 juin 1954, ça ne date pas d'hier, au 6 février 1955, mais nous en parlons toujours de Pierre Mendes France, l'homme qui avait alerté les Français. C'est le modèle de François Bayrou. Il veut sortir, selon vous ? Oui, vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qui l'entend quelque part montrer, c'est-à-dire qu'il est un homme politique responsable qui, depuis des années, a alerté sur la question de la dette publique. Dès les années 2000, d'ailleurs, il faisait partie de ces hommes politiques qui considéraient qu'il s'agissait là d'un enjeu essentiel dans notre vie politique et dans l'organisation même de nos pouvoirs publics. Mais la réalité, c'est que finalement, cette sortie, d'une certaine manière, elle met aussi le président de la République face à ses propres responsabilités. Parce que la vraie question qui se pose maintenant, au-delà du sort de François Bayrou, qui me semble quand même scellé arithmétiquement à l'Assemblée nationale. Là. Ça va être compliqué, oui. Sauf surprise et sauf remontada, comme on dit en termes footballistiques, absolument impensable. La vraie question, c'est l'après. Quels sont finalement les outils dont dispose le président de la République pour pouvoir achever son mandat, parce que la vraie question pour lui c'est celle-ci: comment j'arrive à tenir jusqu'à 2027? Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs outils. En effet, le premier c'est renommer un Premier ministre, mais finalement, en fin de compte, il se retrouvera dans une situation tout à fait semblable à celle qu'ont connue Barnier et Bayrou, c'est-à-dire avec la capacité, en tout cas, un rapport de force constant, à pouvoir avoir un gouvernement qui puisse s'assurer une durabilité. Et puis, l'autre solution, c'est évidemment la dissolution, avec tous les risques, évidemment, qui sont liés à une dissolution. Oui, avant de rejoindre Raphaël qui nous appelle de Cachan, juste un mot, Véronique Reilsoult, c'est quoi? C'est bienvenu le cornu, le coup d'après, ou ça ne marche pas comme ça quand même? Ça ne marche pas tout à fait comme ça, et c'était sans doute le point de faiblesse dans ce projet du Premier ministre, qui était de dire je veux sensibiliser l'opinion, mais en fait il ne faut pas oublier une forme de détestation, parce qu'il y a impopularité et détestation, et il y a une réalité qui est que monsieur Emmanuel Macron aujourd'hui déclenche une forte, on va dire, détestation, voire même des messages des plus excessifs. Oui. Et donc en fait aujourd'hui, on ne réfléchit même plus sur quel est le coup d'après et quelle est la solution pour sortir. C'est dans le fond, dans l'opinion publique, pour beaucoup, ça va permettre que M. Macron s'en aille, puisque si son gouvernement, si M. Bayrou ne reste pas, eh bien, c'est-à-dire que le suivant ne pourra pas non plus, et donc en fait, ils y voient plus une possibilité de démission qui, sans doute, est souhaitée, rêvée, et n'est pas une réalité, mais c'est plus ça. Donc en fait, le sujet, c'est que ça se décale sur l'opinion publique voudrait que M. Macron s'en aille. Vous êtes d'accord avec ça? Bonjour Raphaël, vous nous appelez de Cachan. Raphaël, bonjour à vous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cachan dans le Val-de-Marne, hein, nous sommes d'accord. Hein, oui, tout à fait, mais actuellement je suis en Bretagne en congé, mais c'est pas grave. C'est bien la Bretagne, vous faites bien. Raphaël, comment est-ce que vous voyez la suite?
Eh bien, écoutez, face à l'absence d'union sacrée des forces politiques de tous bords pour juguler la dette publique, qui est un sujet récurrent depuis une dizaine d'années. Bayrou l'avait déjà, comme l'a indiqué l'un de vos intervenants depuis les années 2000. C'était son combat d'ailleurs de la présidentielle de 2007, où on se rappelle qu'effectivement, il était l'un des seuls à annoncer ce problème de fond. Alors aujourd'hui, je pense que il va pas effectivement rester longtemps Premier ministre, et le président Macron va devoir procéder à une nouvelle dissolution, puisqu'il il va pouvoir constater que les forces politiques ne sont pas en capacité de se mettre d'accord sur un programme, en tout cas, de réduction massive des dépenses publiques. Ouais, et vous êtes pessimiste ou pas, Raphaël? Est-ce que ce qui se passe là vous désole, vous inquiète? Est-ce que ça vous motive? Alors, je suis désolé pour la classe politique qui, malheureusement, ne prend pas à bras-le-corps ce sujet de fond, parce que le danger futur, c'est de ne pas se retrouver dans la situation de la Grèce, qui a été la sienne dans les années 2010. Donc effectivement, il faut être très prudent. Les banques prêtent encore, parce que la France est un grand pays encore qui inspire confiance, mais la confiance peut s'arrêter d'un coup. Et là, effectivement, on risquerait de se trouver dans la spirale infernale du surendettement et de la faillite étatique. Ouais, vous êtes, pour finir, Raphaël, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël, au juste? Eh bien, écoutez, je suis un juriste, je suis juriste. Un juriste, oui. Tout ça vous interpelle, j'imagine, parce qu'il y a la Constitution, il y a le jeu politique, mais il y a la réalité des Français derrière. Tout à fait. Alors effectivement, le problème des politiques, les politiques devraient faire davantage preuve de pédagogie vis-à-vis des Français, qui ne connaissent pas forcément techniquement pourquoi un surendettement est dangereux pour un pays. Effectivement, j'entends très peu d'hommes politiques ou de femmes politiques qui sont des spécialistes des finances publiques, très très peu, ou alors c'est des universitaires, mais on les entend beaucoup moins, en tout cas dans les médias, et encore moins effectivement repris par certains politiques. Bonnes vacances en Bretagne, Raphaël, profitez bien pour nous. Vénard, vous êtes un vénard, Raphaël, c'est magnifique. Merci. La Bretagne, merci à vous. Juste un mot très court, Arnaud Benedetti, les Français, comme on dit, vous savez, ce terme générique qui veut tout et rien dire, ils peuvent être raisonnables, quand on entend Raphaël à l'instant. Oui, il y a une partie de l'opinion publique qui considère qu'en effet, la question de la dette est une question absolument essentielle. Je note quand même une chose, c'est que en 2022, lors de l'élection présidentielle, ça n'a pas été l'un des enjeux majeurs de cette élection. Il est en train de revenir quand on regarde en effet les différentes études d'opinion. Véronique Relsout, même question. Ça fait plaisir à entendre. Il y a une attente très forte et une forme d'inquiétude qui se manifeste. Et il y a plus d'inquiétude que de colère. Après, beaucoup d'inquiétude. Plus d'inquiétude que de colère. Plus d'inquiétude que de colère. On voit bien, cet été, les Français sont partis en vacances, mais souvent de façon raisonnable, c'est-à-dire en économisant sur leurs dépenses, en faisant attention à la réalité de la rentrée. Et on voit bien dans les commentaires que les uns et les autres sont inquiets pour leur budget, inquiets pour leur emploi. On en parle peu là parce qu'on est sur une séquence très politique, mais quand on regarde les témoignages des uns et des autres, il y a énormément de sociétés qui sont en difficulté et d'emplois qui sont menacés. Donc en fait, les Français, ils sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, inquiets pour leur situation et inquiets pour l'État. Donc l'inquiétude peut mener à la colère, mais c'est pas forcément obligatoire, et en tout cas, souvent, l'inquiétude, elle peut paralyser, et c'est peut-être ça qui est compliqué. Et que va-t-il se passer le 8 après cette déclaration de François Bayrou? Va-t-il partir? Vraisemblablement oui. Et que va-t-il se passer également 2 jours plus tard, le 10 septembre, avec l'appel à bloquer le pays? La vérité en face, 0826 300 300, vous nous appelez. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. 9h32, le choix de François Bayrou, le couperet le 8 septembre. Et la deuxième question du jour, Jules Boscherini, qu'est-ce qu'elle donne? Quels sont les commentaires? Bayrou ne survit pas au vote de confiance du 8 septembre, irez-vous quand même manifester le 10 septembre? Vous êtes 49% à répondre oui, 37% à répondre non, et 14% sans avis, avec des commentaires qui accablent le président de la République. Macron reste président, donc oui. Le problème, ce n'est pas Bayrou, c'est Macron. Et un autre qui cible la manifestation en expliquant qu'au départ, ce n'était pas une manif, ce mouvement. Le problème, merci Jules, Arnaud Benedetti, c'est Macron?
Il est en tout cas, et ça a été dit aujourd'hui, l'objet de toutes les cristallisations en termes de ressentiment dans l'opinion publique, parce que d'abord, ça fait 8 ans qu'il est à l'Élysée, qu'il est comptable, et il est considéré comme comptable de la situation, y compris bien évidemment sur la dette publique, et il est également comptable de la situation sur le plan institutionnel. Et Emmanuel Macron, d'une certaine façon, aujourd'hui, est devenu le bouc émissaire d'une grande partie des gens qui rejettent la classe dirigeante. Il en est d'une certaine façon le symbole. Et il est évident que la responsabilité qui est la sienne sur la situation institutionnelle tout à fait nouvelle que nous rencontrons sous la Ve République est largement engagée, et c'est perçu ainsi par une grande partie de l'opinion publique. Véronique Reilsoult, au moment où François Bayrou achevait sa conférence, dans l'heure qui a suivi, le président de la République sur X a communiqué sur ses échanges avec l'émir du Qatar à propos de Gaza et de son cortège de morts. Est-ce que c'était le bon moment de le faire savoir? Est-ce que le président se tient en surplomb? Est-ce qu'il peut échapper à la séquence du 8 septembre? Est-ce que c'est lui le problème, comme le disent nos auditeurs qui réagissent sur X? Comme on vient de le dire, et comme Arnaud Benedetti le dit, c'est lui qui cristallise en partie la problématique. Après, le fait qu'il ait communiqué sur l'international, c'est l'un des rares points où l'opinion publique est plutôt favorable. Mais à ce moment-là, c'est ça la question. Mais en fait, on va considérer que le calendrier international n'est pas dicté par le calendrier interne, et que c'était un moment où il y avait quelque chose à faire. Après, il y avait d'autres sujets internationaux un peu complexes dans le calendrier du président, en particulier ces lettres autour de l'antisémitisme qui étaient un peu complexes. Mais il est obligé d'être dans une forme de communication et d'action, on va dire, non pas pour mettre la lumière ailleurs, mais pour démontrer que il a une action concrète, et que l'intérieur, c'est l'intérieur, et que c'est au Premier ministre de s'exprimer. D'ailleurs, je vous rappelle que il avait pris la parole récemment pour rappeler combien c'était important ce couple exécutif. Donc voilà. Est-ce que ça fonctionnera dans l'opinion publique? Non, certainement pas, parce que même si l'opinion publique est très... En fait, l'opinion publique est très concernée, bien sûr, par les problématiques internationales, mais avant toute chose, c'est toujours la même chose. On s'intéresse d'abord à ce qui vous touche directement, donc l'intérieur. Forcément. Et après, vous regardez dehors. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour messieurs, dames. Vous nous appelez de Toulouse, Philippe. J'imagine que vous êtes très attentif à ce qui se passe depuis hier, depuis cette annonce de François Bayrou. Certains disent le vrai souci dans cette affaire, c'est le président de la République. Ah oui, moi je pense que la situation est bloquée par la non-démission de monsieur Macron, on est d'accord, hein. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire. Moi, comme je disais à votre collègue Manu tout à l'heure, moi je pense que c'est le système politique qui bloque tout, en fait. Dans le sens où je vais me permettre de vous donner quelques chiffres que j'avais recherché en 2019, pour noter sur le cahier de doléances dans ma commune. C'est des chiffres de monsieur Dauzière à l'époque, hein, donc vous pourrez les vérifier. C'était 635 000 élus rémunérés en France, 4 fois plus qu'aux États-Unis, 6 fois plus qu'en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on supprimait juste la moitié de ces élus rémunérés, ça nous ferait 300 000 fonctionnaires en moins, parce qu'ils sont rémunérés et après ils touchent une pension après leur mandat, enfin là, au moment de l'âge de la retraite. Donc, et j'entends des analystes ou des politiques qui disent que c'est peanuts. Et effectivement, je ne me rappelle plus les chiffres de M. Dauzière, je crois que c'était entre 2 et 3 milliards que nous coûtait le système politique. Mais si vous enlevez tout ce qui s'agrège autour des élus, les secrétariats, les voitures de fonction, les abonnements pour les mairies, etc., à un moment, il faut faire des choix. Philippe, la démocratie n'a-t-elle pas un coût? Je vous pose la question, franchement. Je sais très bien, c'est ce que M. Juppé avait dit il y a une trentaine d'années, je suis désolé. La démocratie actuelle a un coût qu'on n'a plus les moyens de se payer. Je suis désolé. Est-ce que vous faites partie, Philippe, de ceux qui envisagent de manifester le 10 septembre, ou si tel n'est pas le cas, quel est votre regard là-dessus? Ah ben moi, oui, j'envisage d'aller manifester le 10 parce que je pense qu'il est temps de... En fait, j'ai l'impression qu'il faut quand même tout reconstruire. C'est le sentiment que j'ai, il faut tout reconstruire. Donc le ruissellement de Macron, il doit commencer par le haut. Est-ce que ça ne passe pas par je vous pose la question, Philippe, dites-le franchement, est-ce que ça ne passe pas par simplement l'élection? C'est dans peu de temps, 2027, il y aura les municipales entre-temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre 2027, je suis désolé, on n'a pas le temps.
Ça fait 30 ou 40 ans qu'on repousse toutes les bonnes décisions, les décisions courageuses. Enfin, c'est même pas des décisions courageuses, parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas du courage politique. Le problème, moi, il me semble que le problème principal, c'est pas que nos politiques soient lâches, c'est que nos politiques, comme beaucoup de gens, sont carriéristes. Et donc, ils n'osent pas prendre ces décisions qui s'imposent, en fait. Ouais. Et là, on va droit dans le mur, et à force de creuser, avec un peu de chance, on trouvera du pétrole. Ça pourra toujours nous servir. Hein, bon. Mais oui, on ne sait jamais. Dernière question, Philippe, et je fais réagir Véronique Reilsoult et Arnaud Benedetti. Si le président démissionne, pour l'instant, tel n'est pas le cas. Hein, est-ce que ce n'est pas aussi la porte ouverte à l'avenir à vous démissionner dès qu'il y a un problème, ce qui serait quand même compliqué pour l'exercice démocratique? Ah non, alors je pense pas, parce que là, c'est quand même lui qui a créé ce problème. Je veux dire, personne ne lui demandait de dissoudre l'Assemblée parce qu'il avait pris une belle gifle aux européennes. Je suis désolé, hein, non, là, faut qu'il assume. Il faut qu'il assume, vous dites, concernant le président Emmanuel Macron. Ah oui. Merci Philippe, très important votre réaction ce matin en direct de Toulouse. Merci à vous Philippe, Arnaud Benedetti. Vous avez vu, les avis sont quand même très tranchés sur Emmanuel Macron. Il y a une forme de détestation qui s'exprime, une envie de changement tout de suite sans attendre l'élection de 2027. Oui, ce qui frappe justement dans le témoignage de votre interlocuteur, c'est le sentiment d'urgence qui semble aujourd'hui s'exprimer. C'est-à-dire que chez un grand nombre de nos concitoyens, la nécessité de passer par une forme de rupture qui pourrait, par exemple, prendre la forme d'une démission du président de la République. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la lettre de la Constitution permet à Emmanuel Macron de se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire printemps 2027. L'esprit de la Constitution, c'est autre chose. Quand on regarde la façon dont le général de Gaulle nouait sa relation avec les Français, il considérait qu'il fallait que cette légitimité soit soutenue et réelle. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une crise de légitimation du président de la République, quelle que soit son élection de 2022. La vérité, c'est qu'en fait, l'élection présidentielle de 2022 a été une élection qui n'a pas soldé le débat. Non. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quelques mois plus tard, l'élection législative ne donnait pas de majorité au président de la République. Donc finalement, l'origine des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur le plan politique et sur le plan institutionnel remonte à cette élection présidentielle de 2022 et aux législatives qui ont suivi quelques semaines après. Véronique Reilsoult, pour poursuivre ce que dit Arnaud Benedetti et rebondir sur la très bonne intervention, très signifiante de Philippe, et je le remercie, qui nous a appelé de Toulouse, vous diriez quoi? Est-ce qu'il peut se produire une sorte de sursaut d'ici au 8? Le temps est court, François Bayrou est devant la CFDT aujourd'hui, jeudi, il est avec les entrepreneurs de la REF. Qu'est-ce qui peut se produire si d'aventure les partis vont au bout? Eh bien, il est remercié, il s'en va. C'est la porte vers une forme d'inconnu aujourd'hui. Je pense que l'intervention de Philippe, elle était juste à plein de titres et très illustratif de ce que pensent les Français. En grande partie, il y a déjà ce sujet de sentiment de gabegie perpétuel. Et il a parlé de deux choses. La première, c'est rappeler combien les Français ont envie de participer, parce qu'il a lui-même parlé du grand débat et des cahiers de doléances qui étaient très révélateurs de cette envie que les Français... Il fallait aller au bout. Il fallait aller au bout. Ne pas les laisser pourrir dans une armoire et ouvrir les cahiers en question. Et surtout, ça révèle quelque chose qu'on pourrait résumer en disant on demande toujours leur voix aux Français sans jamais écouter leurs paroles. Et c'est un peu ça ce que Philippe nous racontait. C'est pourquoi aller voter, puisque de toutes les façons, on nous demande notre voix, mais on va pas écouter notre parole. C'est un des points les plus complexes. Le deuxième, c'est le manque de courage. Souvent, il a appelé ça par par carriérisme. En tout cas, on verra si les choses peuvent changer. Parce que je rappelle que le Premier ministre a mandaté Monsieur Dosière, qui sont les chiffres que citait Philippe, le retour, pour dire bien si il y a des avantages indus, je ferai en sorte qu'ils disparaissent. Donc globalement, on voit bien que c'est un mélange de beaucoup de choses, de complexité, et que non, on ne peut pas attendre 2027. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont les Français. Mais pour autant, on est un peu coincé. Donc, à
aller manifester est une façon d'exprimer son inquiétude, sa colère, son insatisfaction. Mais pour le moment, on est plutôt dans une forme d'impasse, en tout cas dans l'opinion publique. Les gens ne savent plus vraiment à quelle politique se vouer. Arnaud Benedetti, très court parce que le temps a tourné. Le 10 septembre, c'est l'inconnu dans cette affaire. Le coup d'après, 2 jours plus tard, après le 8. On peut considérer que malgré tout, le geste politique de François Bayrou peut désamorcer en tout cas la mobilisation, puisque quelque part, le fait qu'il soit renversé, et l'hypothèse est la plus probable, c'est qu'il soit renversé, pourrait en effet affaiblir cette mobilisation, sauf en effet si la mobilisation prenait pour cible le président de la République. Là, en l'occurrence, ça peut être un facteur de dynamisation de cette mobilisation. Puisque je vous tiens, Arnaud Benedetti, un mot tout de même au passage, des nouvelles. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal? Je rappelle, incarcéré depuis plus de 9 mois en Algérie. C'était le 16 novembre 2024. Ça commence à faire, cette histoire. Boualem Sansal est toujours dans sa prison de Koléa, mais vous savez, les nouvelles qui nous parviennent doivent être prises avec les plus grandes précautions, parce que le régime algérien est un régime opaque, où les informations qui circulent sont très souvent contradictoires. Ce que l'on sait, c'est que Boualem Sansal reste serein et néanmoins confiant et combatif. Donc ça nous dit quelque part quelque chose sur son état psychologique, son état moral. Mais on est bien évidemment tous, autant les uns que les autres, qui le soutenons, extrêmement préoccupés de sa situation. Oui. D'autant plus que les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, très compliquées. Et c'est important que vous nous teniez informés. Merci Arnaud Benedetti, je vous libère. Merci à vous. Merci beaucoup. Véronique Relsout, très vite, il reste une poignée de jours. Les choses peuvent encore évoluer, changer. C'est le 8, il peut se passer beaucoup de choses. N'oublions pas qu'hier, il y avait une forme de sidération dans l'opinion publique, mais aussi dans l'opinion politique. C'est que personne ne s'attendait à cette nouvelle, donc il y a peut-être eu des petits réflexes pavloviens. Donc peut-être que nous allons avoir les uns et les autres qui vont se rendre compte que, eh bien, de toutes les façons, il n'y a pas d'issue. Après, ce que disait Arnaud et ce que disait Philippe était assez révélateur. C'est le sujet de Emmanuel Macron en soi. Dans le fond, hier, on était en train de parler du gouvernement Bayrou. Si on se met à parler du président Emmanuel Macron, ça devient peut-être une autre histoire. Donc, on va dire que si on se concentre sur le Premier ministre, peut-être, potentiellement un tout petit trou de souris qui fait que les partis et les politiques peuvent se dire, dans le fond, si c'est un sujet de constat, c'est peut-être pas si inconscient que ça de voter la confiance, parce que derrière, il y aura négociation et ça n'empêchera pas la censure potentiellement. Et nous verrons ce qui se passera durant ces jours les plus longs. Merci à vous, Véronique Relsout, la présidente de Backbone Consulting et sa boîte magique qui sonde les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir réagi au 0826 300 300 pour la vérité en face. 9h46 dans un instant. Retour de l'éphéméride de notre ami Guy Carlier.